président du centre, Germain Kambinga Katomba, de bien vouloir lire le plan d'action du centre, le plan de salut du centre pour la crise que nous avons actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mwamba. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, au nom du regroupement politique Le Centre, de vous présenter toutes nos excuses et solliciter votre indulgence pour ce petit problème technique qui, comme vous l'avez compris, n'est pas de notre responsabilité. Nous n'avons pas, curieusement, d'électricité en plein centre-ville, ce qui, en règle générale, est une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ceci étant, plan de salut national du regroupement politique Le Centre. Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, de l'Ouest et du Centre, frères d'une seule et même patrie. Chers compatriotes, l'agression rwandaise par M23 interposée constitue une menace grave et directe pour l'avenir de la République démocratique du Congo comme nation. C'est pourquoi l'heure est venue pour que les fils et filles de ce pays, unis comme un seul homme, fassent front pour protéger la patrie contre ce péril, en mettant de côté ce qui les divise. L'heure est venue pour que dans un sursaut patriotique et par un grand rassemblement national, malgré nos profondes divergences, nous adoptions une démarche claire, commune et résolue, afin de barrer la route aux agresseurs qui pillent nos richesses, tuent nos frères et nos enfants, violent nos mères et nos sœurs, et trace un avenir sombre, incertain et dépourvu d'espoir pour nos générations à venir. L'heure est venue pour que nous cessions de pratiquer la politique de l'autruche, en fermant les yeux sur la déliquescence de notre nation, organisée, planifiée et orchestrée de l'extérieur. Il nous faut, avec objectivité et surtout avec courage, prendre la mesure des crises pilotées par des pays voisins qui, depuis plusieurs décennies, gangrènent notre vivre ensemble et nous conduisent inexorablement vers l'abîme. Depuis plus de 25 ans, nous avons assisté presque passivement à une crise sécuritaire et militaire qui a fait à ce jour plus de 6 millions de victimes parmi nos frères, nos sœurs, nos mères et nos enfants, sans que nous n'ayons été en mesure d'y apporter de solutions définitives pour établir durablement la paix et la sécurité sur notre territoire. Le peuple congolais va-t-il à nouveau, comme cela a été le cas toutes ces années, se résoudre à tolérer par une passivité complice cette énième agression rwandaise? Le centre croit que non. Il nous faut réagir et réagir vite. Pour ce faire, il nous faut parler avant tout d'une seule et même voix. Il nous faut au préalable nous accorder sur ce qui est essentiel pour nous tous, car comment un pays divisé peut-il faire front face à l'ennemi? Comment un pays divisé peut-il lutter contre un adversaire méthodique et déterminé? Mais pour parler d'une même voix, nous devons nous regarder en face, nous Congolais, nous élites politiques, nous élites sociales, pour enfin pouvoir nous dire toutes les vérités
qui s'impose. Nous devons dès lors, en résolvant cette crise interne qui continue, telle une épine, à miner nos relations, à miner la cohésion nationale, nous devons, disais-je donc, transcender toutes ces divergences pour ne voir que l'intérêt du Congo et du seul Congo. C'est possible. Nous l'avons déjà fait. Nous pouvons encore le faire. Aujourd'hui, c'est une nécessité plus qu'hier. Sinon alors, comment comprendre en effet que malgré l'agression dont notre pays est victime, nous continuons à nous diviser sur les questions de fond relatives au processus électoral, à l'avenir de notre démocratie, au lieu de trouver un consensus définitif sur la constitution du bureau de la CENI, la loi électorale et le calendrier électoral. Pour parler d'une même voix, nous devons aussi chercher, et c'est essentiel, des solutions à la crise économique et sociale aiguë, provoquée par l'effritement du pouvoir d'achat et la flambée des prix. Cette situation est génératrice d'une forte tension sociale, d'un désespoir soutenu du peuple congolais, ce qui constitue un ferment pour tous les extrémismes. Le tableau ainsi peint nous conduit à faire les propositions suivantes. Tout d'abord, des actions globales et des actions pertinentes sur le consensus institutionnel rendu nécessaire par ce constat que nous venons de faire. Nous disons à ce sujet que pour parvenir à un consensus national sur les questions institutionnelles et politiques, les décisions suivantes doivent être prises ou adoptées avec courage. 1. La mise en œuvre d'une politique d'ouverture du chef de l'État en vue de renforcer la cohésion nationale en cette période de guerre. Je l'ai dit, la situation que nous traversons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécue. Et en d'autres circonstances, d'autres pouvoirs ont su tendre la main, rassembler la nation. Et le M23 avait été vécu, Goma avait été récupéré, Bunagana avait été libéré. Je parle ici des mêmes événements auxquels nous avons eu à faire face en 2013. Ce n'est jamais évident de tendre la main, mais le chef de l'État, comme garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, a le devoir, en ce moment de crise prononcée, de tendre la main à ses adversaires, même les plus farouches. Nous pensons aussi que pour que cette cohésion nationale recherchée au nom du salut national soit une réalité, il faut qu'il y ait la tenue des états généraux des services de sécurité intérieure, en vue d'une part de renforcer leurs capacités opérationnelles et d'autre part pour revoir, et c'est essentiel d'insister sur ce point, revoir les protocoles d'action de ces derniers, qui doivent définitivement, aujourd'hui plus qu'hier, s'adapter à l'environnement démocratique. Nous ne pouvons pas, d'un côté, avoir des institutions et un pays qui a une vocation démocratique, et de l'autre côté, des instances chargées de la sécurité intérieure qui gardent, parce que les réformes n'ont pas jusque-là été menées, les mêmes protocoles de fonctionnement qu'à l'époque du monopartisme. Et cela explique que bien parfois, au-delà de la bonne volonté des décideurs, dans la pratique, il y a encore un décalage. Donc il y a urgence à réorganiser les services de sécurité intérieure et à structurer de nouvelles approches de fonctionnement
de ces dernières. 3. La libération de tous les détenus qui ont été interpellés pour l'expression radicale de certaines opinions et le retour vers des procédures plus conformes à nos lois. Il y a d'un côté un abaissement généralisé du débat politique où nous constatons très malheureusement que l'espace politique congolais est devenu un champ dans lequel il y a une espèce, comment dirais-je, de narcissisme masturbatoire juxtaposé, qui se concrétise dans les faits par des invectives, je l'ai dit, par de la diatribe stérile, par ces joutes oratoires qui, au lieu de faire avancer, abaissent le débat national. Les combats de coq, certains pensant toujours mieux faire que les autres, et certains pensant ne jamais rien faire de mal. Une démocratie qui veut être porteuse de solutions de développement ne fonctionne pas ainsi. Le débat doit être un débat de qualité, doit être un débat de fond, un débat qui privilégie l'alternative plutôt que la simple alternance. Il faut également, dans cette même logique, au niveau du 4e point, travailler pour l'assainissement radical du secteur médiatique. Parce que la presse a une responsabilité dans le schisme que nous connaissons. Il y a une véritable guerre civile oratoire en ce moment en République démocratique du Congo. La presse a une responsabilité. Parmi les préalables, notre plan propose aussi qu'il y ait un assainissement radical du secteur médiatique pour redonner à au métier de journaliste, au secteur de la presse, ses lettres de noblesse. C'est un métier extraordinaire. Et nous, qui avons tellement de gratitude vis-à-vis de la presse, nous sommes un peu nostalgiques de cette presse de qualité qui nous a permis d'émerger dans l'espace politique à travers des idées, à travers des propositions fortes, à travers des débats constructifs. La presse a une responsabilité dans la réussite, si vous voulez, de la quête que nous voulons du salut national. Et cela continue dans notre plan. Il faut également qu'il y ait, et c'est le 5e point, un renforcement obligatoire des capacités des nouveaux acteurs politiques, en vue de leur donner des orientations éthiques quant à l'animation du débat public. Le débat public, pour tous ceux qui commencent la politique, jeunes et vieux, ne peut pas se réduire à des invectives et à des diatribes. Le débat politique, c'est la contribution d'un groupe ou d'un individu par des idées, par des critiques qui peuvent être acerbes et constructives, mais détachées et impersonnelles. Et c'est là que se trouve la frontière entre la critique, l'opposition et l'injure et la haine. La nouvelle classe politique doit se reformer. Les partis politiques doivent former leur cadre. Lorsque vous envoyez un cadre dans les médias, rassurez-vous qu'ils viennent avec des critiques fouillées, un savoir affermi et une contribution certaine au débat public. Faire la promotion
des insulteurs nationaux, comme instrument de politique, comme instrument de communication politique, abaisse le niveau politique en République démocratique du Congo. Et ceci est dommageable, aussi bien entre nous, Congolais, parce qu'il n'y a plus d'idées, parce qu'il n'y a plus de propositions alternatives, mais aussi en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement ouvert à travers les nouvelles technologies de l'information, où circulent dans les groupes, dans les réseaux des pays africains, l'image d'une classe politique théâtralisée, médiocre, à la limite de la kakistocratie. Et ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo est une grande nation. La politique est un secteur d'excellence. Lorsque le Camerounais, lorsque l'Ivoirien, lorsque le Sénégalais, lorsque le Ghanéen suit un acteur politique congolais sur lequel il serait tombé sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir se dire, en le regardant, comme nous, lorsque nous regardons certains politiciens étrangers ou certains acteurs publics étrangers, qu'il y a de la qualité dans ce pays. Ce pays est grand et ce pays a de grands hommes et des hommes préparés à construire son avenir. Notre théâtre politique actuel nous fait du mal directement parce que nous ne travaillons pas sur l'alternative et indirectement parce que les autres nous regardent comme une société en totale déliquescence. 6. La cohésion nationale et le salut national dont nous parlons passent également par la réorientation de l'action gouvernementale pour la recherche de résultats qui permettront justement l'atteinte de ce climat et de cet objectif de salut national. 7. Le calibrage de l'exécutif national, afin de renforcer sa maîtrise des questions militaires, politiques et économiques, qui sont les seuls gages crédibles d'un processus d'unité pour le salut national. 8. Le réaménagement des bureaux des deux chambres, afin de réintégrer dans le processus les acteurs institutionnels qui, au terme de la loi, se sont vus exclus par des manœuvres politiciennes. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de remettre en cause, sinon ça donnerait lieu à trop de gymnastique, les présidences de ces institutions, mais du moins revoir la composition. Parce que, nous le savons, il y a, dans ce qui s'est passé ces derniers mois, des sujets de grande division dans la composition des bureaux des deux chambres de notre Parlement. Nous pensons également qu'il faut un renforcement du bureau de la CENI en y intégrant les forces politiques qui ont pignon sur rue et qui se sont vues exclues par des manœuvres qui seraient à juste titre à qualifier de politiques. Évidemment, là, le centre insiste. C'est sans remise en cause de son président, Denis Kadima, dont l'expertise internationale reconnue est un gage, dans des conditions optimales, d'un processus électoral de qualité. Donc ici, nous sommes clairs. Il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais il y a des réajustements qui sont nécessaires. Parce qu'on a un bon président de la CENI, nous l'assumons, nous le disons, parce que nous travaillons sur base de CV, nous avons des échos de l'expertise avérée du président de la CENI, reconnue dans toute l'Afrique australe et à travers l'Afrique et même le monde. Nous avons donc un bon président, a priori. Maintenant, il ne faut pas que cette expertise soit noyée par ce climat de défiance né de l'exclusion volontaire peut-être, ou de l'auto-exclusion de certains acteurs qui pourtant ont droit de faire partie de cette CENI. S'il faut revoir la loi pour élargir un peu le nombre de postes au sein de la CENI, nous pouvons le faire très rapidement, sans empiéter sur l'éventualité d'un calendrier électoral qui respecterait les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps,
il y a les actions impératives et spécifiques à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comprenez bien notre démarche à travers cette conférence de presse. Nous hiérarchisons les priorités. Nous disons, le pays est en guerre, il faut, pour gagner cette guerre, une cohésion nationale pour atteindre le salut. Donc la problématique de la guerre est une problématique centrale. Précédemment, nous avons donc détaillé une dizaine d'outils. Dans le 10e, évidemment, c'est la confection d'un calendrier électoral consensuel. Maintenant, nous disons que ce réaménagement consensuel des institutions et ces décisions politiques qui visent le renforcement de la cohésion nationale en temps de guerre auront pour principal objectif, en 2023, la sécurisation et la pacification définitive de la partie est du territoire national et l'organisation d'élections réellement transparentes. Le centre propose à cet effet, comme cahier de charge, les actions suivantes. A. La mise en place d'un desk stratégique composé de tous les militaires haut gradés ayant eu une expérience de guerre, même s'ils sont en retraités. L'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en RDC, l'édification symbolique d'un mur séparant la RDC du Rwanda à la frontière, la résolution définitive de la question des Tutsis congolais à travers un dialogue entre toutes les communautés de l'Est et à travers des actions de sensibilisation contre toute stigmatisation. La création d'un tribunal spécial pour le Congo afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités, obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'Est de notre pays depuis 2006, date de la fin du processus transitionnel issu du dialogue inter-congolais. Réduction, enfin, ou presque enfin, réduction par une division par 3 des émoluments des animateurs et membres des institutions. Parlement, gouvernement, présidence de la République. Cela, tenez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, permettra, selon nos calculs, une économie de 150 à 200 millions de dollars à reverser tout de suite à l'effort de sécurisation de la partie Est en termes militaires, diplomatiques et de renseignement. Oui, si nous divisons par 3 les émoluments des principaux acteurs émergents dans les principales institutions politiques du pays, nous pouvons faire ce type d'économie, ne serait-ce que pour la période de guerre. Cela a déjà été fait dans les mêmes circonstances il y a une dizaine d'années, lorsque le M23 avait occupé Goma. Ce n'est pas nouveau. J'étais au Parlement à l'époque, et il y a eu, à travers des actions du Premier ministre Matata, une réduction. Aujourd'hui, l'explosion des revenus ou des émoluments des acteurs émergents dans ces institutions nous permet de dire qu'effectivement, nous pouvons atteindre ce montant en termes d'économie et reverser cela tout de suite à l'effort de guerre. Il n'y a aucune raison, dans un pays sous-développé, bien qu'étant moi-même partisan, en tant qu'économiste, de ce qu'on appelle les salaires d'efficience. Moi, je suis pour que les gens soient très bien payés, parce que les bons salaires, normalement, amènent les meilleures compétences. Maintenant, la situation, elle est exceptionnelle. Nous sommes en guerre, nous avons besoin de moyens. Il n'y a aucune raison pour que nos députés et nos ministres aient par mois entre 15 et 20 000 dollars. Il y a un petit souci, là, en termes de priorité. Ça veut dire que si nous divisons par 3, il y a 13 000 dollars minimum d'économie à faire sur l'institution Parlement. Vous multipliez ça par 12, vous multipliez ça par 619, vous êtes à 100 millions de dollars approximativement. Vous ajoutez les autres institutions, gouvernement, j'ai été comme ministre Kishombe au gouvernement, nous savons qu'il y a des économies possibles. Donc notre proposition en cette période de guerre, c'est cette réduction. C'est essentiel. La guerre que nous subissons à l'Est n'est pas un jeu. C'est une affaire sérieuse et nous devons arrêter en tant que Congolais de traiter cela à la périphérie de nos préoccupations.
les premiers qui doivent donner l'exemple, ce sont les acteurs institutionnels. Enfin, nous pensons qu'il faut travailler sur la définition d'une stratégie économique de guerre viable, à même de tirer profit de l'immensité du territoire national pour tenir une période de tension sécuritaire longue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, telles sont les différentes propositions du Centre dans le cadre de son plan de salut national. Nous sommes à votre disposition selon un schéma très simple que devrait pouvoir présenter le porte-parole. Parce que nous aimerions que les questions soient ordonnées selon les thématiques. Je crois que vous avez toujours, vous orientez, ouvrez thématique par thématique. Et lorsque je ne répondrai pas, Maître Kisombe, le porte-parole ou la secrétaire générale, quelqu'un d'autre pourra répondre également. Parce que je crois que vous ne pouvez pas être pour la modernisation du système politique et ignorer la nécessité pour tous les acteurs de pouvoir s'exprimer et, par leur sensibilité dans le cadre de la logique de groupe des idées fortes. Merci. Congo Média Télévision. Sur le plan sécuritaire, Monsieur le Président, le Centre s'est exprimé. Je suis particulièrement affecté par la question de Bunagana. Ça fait 2 mois, la plupart des députés n'ont cessé de faire du bruit depuis hier. Et quelle est votre position par rapport au départ au nom de la MONUSCO? C'est vrai que plusieurs acteurs politiques se sont exprimés, les gouvernements y compris. Je voudrais connaître quelle est la position du Centre par rapport à ces départs à la MONUSCO, parce que d'ailleurs aujourd'hui il est prévu une marche qui irait de Rutshuru jusqu'à Goma pour manifester justement cette indignation et effectivement nous dire, c'est vrai que vous l'avez dit un peu avec l'érection d'un mur symbolique entre la RDC et le Rwanda, mais nous voudrions savoir quelle est la position du Centre vis-à-vis de cette MONUSCO qui n'a que trop que durer ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Blaise Zainda pour votre question. Question précise, réponse précise. La vocation d'un groupe politique est de proposer des solutions, des réponses en rapport avec la réalité de façon objective et non pas en se cachant derrière le populisme. La MONUSCO doit-elle partir ? Est une question. Moi, je poserai une autre question. Avons-nous les moyens de remplacer la MONUSCO là où elle servait de point tampon? Peut-être pas pour nous aider à résoudre la problématique, mais ne serait-ce qu'en tant qu'œil de la communauté internationale, parce que de toute façon, même dans ce rôle, il y a quand même une limite qu'elle impose à ces groupes armés. Nous n'avons pas encore réussi à hisser nos forces de sécurité au niveau de la problématique. Pensons-nous, et c'est arithmétique, hein, c'est au-delà des sentiments, c'est de l'arithmétique simple, pensons-nous qu'avec 17 000 hommes bien armés en moins, la situation ira mieux? La réponse du Centre, elle est à la fois réaliste et diplomatique. C'est de dire, en ce moment précis, nous avons besoin des Nations Unies pour nous accompagner dans notre offensive diplomatique contre le Rwanda, mais nous avons également sur terrain besoin de la logistique de la MONUSCO. On ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, qui nous sert énormément. Entre les différentes positions extrêmes, il y a un juste milieu. Et c'est ça la position du Centre. Nous ne pensons pas qu'il est opportun d'opérer une séparation non amicale. Je pense qu'il faut procéder à un réajustement de cet accord pour aboutir à un calendrier de départ négocié dans un horizon temporel qui permette aux forces armées de la République démocratique du Congo de prendre la place de la MONUSCO là où elle ne serait plus présente. Il serait irresponsable pour des dirigeants politiques de dire aujourd'hui, demain, 17 000 hommes, matériel et tout, on vide l'espace sans qu'on ait les capacités de remplacer. Donc il faut un calendrier consensuel avec la MONUSCO sur le départ qui intègre également les capacités de la République démocratique du Congo à prendre la place de la MONUSCO là où elle ne sera plus là. Quelle est la procédure à suivre? Parce que la population veut ça. La population demande ça. Mais on a l'impression qu'il y a un immobilisme du gouvernement. A-t-on peur de Vincent Karega? A-t-on peur du Rwanda?
On veut savoir quelle est la position du centre. On sait déjà que vous voulez son départ, mais quelle est la procédure à suivre officiellement? Ok, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on va éviter ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire la capacité à tout savoir, répondre tout. Nous avons l'avantage d'avoir un ancien ministre des Affaires étrangères au centre. Je pense que Maître Kisombe pourrait expliquer effectivement comment est-ce qu'il faut procéder et quelle est la viabilité de cette proposition du centre. Aujourd'hui, de manière encore plus affermie et plus autorisée par la voix du président Kambinga lui-même, à dire que depuis longtemps, une des mesures, avant même que tout le monde reconnaisse et parle officiellement, en ce qui nous concerne Congolais, de l'agression de notre pays par le Rwanda, nous avons parlé de la nécessité d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. Pas uniquement en ce qui le concerne individuellement pour telle ou telle attitude, mais sur le principe étatique, sur le principe des rapports étatiques. J'ai eu à rappeler que nous avons ici demandé à l'Union européenne en 2017 de rappeler le chef de la mission de l'Union européenne ici, Bart Ouvry. C'était pendant que j'étais au gouvernement avec le vice-premier ministre Cheo Kitundu, qui avait exigé le départ, donc, mais imminent, immédiat, de l'ambassadeur de l'Union européenne, parce que l'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC était arrivée à son comble. Donc, lorsqu'un pays considère que les rapports sont tellement dégradés entre deux États ou entre des États et des organisations internationales, entre sujets du droit international, une des prérogatives de chaque État comme sujet du droit international, c'est soit de rompre les relations diplomatiques, on n'en est pas là, parce que le renvoi d'un ambassadeur, ce n'est pas la rupture des relations diplomatiques, le principe des relations diplomatiques reste, mais nous pouvons et nous devons, le centre soutient cela, demander. La procédure est celle-là, elle est aussi simple, après des explications, après la convocation de l'ambassadeur, qui a déjà eu lieu, vous l'avez vu, je crois qu'à l'époque c'était Madame Bazaïba qui avait fait l'intérim du vice-premier ministre Lutundu, là, n'est-ce pas, pour cette question-là, et une mise en garde avait été faite, etc. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lui-même dernièrement, devant la communauté de développement de l'Afrique australe, n'est-ce pas, vous l'avez suivi, pointé clairement la responsabilité du Rwanda. On cite le Rwanda au plus haut niveau comme agresseur de la RDC, nous l'avons tous suivi. Donc, par voie de conséquence logique, je pense que c'est simplement par excès de lenteur diplomatique. Je ne pense pas que nous ayons peur du Rwanda. Comme le président Kambinga aime bien le rappeler, les conséquences peuvent être lourdes pour ce petit pays en réalité. Si on continue à jouer avec le patriotisme, avec l'intégrité territoriale, je dis bien le patriotisme des Congolais. Mais je pense que le moment doit arriver où il faut vraiment expulser l'ambassadeur rwandais en tant que tel. Je ne parle pas de la personne de M. Karega personnellement, etc. Je parle de l'ambassadeur. Si tant est que je n'ai pas de problème, nous n'avons pas de problème personnel avec lui. C'est d'ailleurs dommage parce que sur le plan humain, ce personnage, cette personnalité connaît bien le Congo, a vécu au Congo, a étudié au Congo. C'est un frère au sens africain du terme. Nous sommes des voisins. Parce que le peuple rwandais n'est pas un peuple ennemi. Hein, ce sont les actes de gouvernance qui nous divisent. Et ce sont les gouvernants rwandais qui ont causé la mort de millions de Congolais. N'est-ce pas? Que je sache, ce n'est pas le peuple rwandais qui est un peuple ennemi, mais les dirigeants rwandais se comportent en ennemis depuis trop longtemps. Donc il faut, comme le président Kambinga l'a dit au nom du centre, demander, mais nous attendons cela du gouvernement Sama Lukonde au plus vite, peut-être demain déjà, hein, je pense qu'il est temps de demander le départ de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est une mesure diplomatique minimale, classique, mais nous ne sommes pas encore au stade de la rupture des relations diplomatiques. Parce que l'axe diplomatique pour la résolution des conflits, c'est tout. Odilon Kayuma, pour le compte de la RDC. En fait, je suis resté sur ma foi par rapport au processus électoral. Vous avez dit qu'il faut nous accorder sur l'essentiel. Je me demande comment vous allez vous y prendre
pour que ces consensus soient une réalité face à tout ce que nous connaissons au niveau de l'Est du pays. Aussi longtemps que le PPRD, je vois la FCC, le PPRD en tête, est campé sur sa position, que voilà, les gens qui s'y trouvent, en fait, ce qu'on a mis au niveau de la CENI pour le compte du PPRD, pour le compte du FCC, l'FCC, soit le PPRD, rejette. Quand vous prenez le président Fayoulou, il campe sur sa position. Alors je me pose la question, c'est vraiment une bonne initiative, louable, pour concilier le peuple congolais à faire face à l'agression. Je me dis, en fait, je reste sous ma soif. Comment vous y allez, vous y prendre? Comme on vous l'a dit, nous nous proposons ici un plan de salut national. Si nous parlons de salut national, c'est bien parce qu'il y a un péril national qui nous menace. Et nous osons espérer que comme nous, les autres acteurs politiques, peut-être même ceux qui sont très grands dans le cœur et dans la tête des Congolais, devraient peut-être avoir plus que nous l'amour de ce pays. La politique ne peut pas être qu'un jeu de positionnement. Au-toi que je m'y mette, je dois être le prochain député, je dois être le prochain président. La politique doit avant tout, dans le contexte d'une nation comme la nôtre, être un sacerdoce au service de l'intérêt national. Monsieur Likobo, si vous pouvez arranger le visuel là-bas, parce qu'il y a une expression qui est sur ce visuel que nous avons tenu à mettre, c'est le sursaut patriotique. L'homme d'État, dans ce type de circonstances, c'est celui qui, lorsque ses intérêts personnels sont en contradiction évidente avec l'intérêt national, oublie son intérêt personnel au profit de l'intérêt national. C'est ça l'homme d'État. Donc en l'occurrence ici, ce que nous nous proposons, c'est une voie et une solution sans alternative en réalité. Si les acteurs politiques congolais n'arrivent pas à s'entendre, nous perdrons. Nous serons tous, la génération qui est la nôtre, complices de ce plan de balkanisation de notre pays. Il faut savoir que la stratégie, elle est simple, et je crois que c'est le président Kabila qui l'a rappelé dans plusieurs discours à l'époque. La stratégie, elle est simple. Créer des foyers de tension, profiter de la division des Congolais, empêcher donc par là la mise en œuvre de politiques de développement, et ainsi faire constater la nécessité d'une balkanisation de ce pays. Ils ont essayé en 2013, ils ont réessayé à plusieurs reprises, et ils essayent à nouveau. La responsabilité de ces acteurs politiques, qui ont encore plus que nous des devoirs par la magistrature morale qu'ils exercent sur l'opinion, c'est de faire preuve de dépassement. Et le premier qui doit prendre ses responsabilités en tant que garant de l'unité nationale, c'est le président de la République. C'est pour ça que nous avons dans notre plan de salut public, commencé par le chef de l'État, qui doit tendre la main. Et que le Congo, dans son entièreté, voit cette main tendue. Et à partir de là, chaque Congolais jugera la réaction des adversaires, qui devront choisir devant chaque Congolais si ils sont, comme dans l'arbitrage de Salomon, du côté de la maman qui préfère renoncer à l'enfant pour sa survie, ou qui sont du côté de la mauvaise maman qui était prête à ce que le roi Salomon décide de couper l'enfant en deux. C'est une manière de mettre chaque acteur politique, chaque membre de la société politique congolaise devant ses responsabilités. Comment nous y arrivons ? Ce ne serait pas la première fois que les Congolais auraient trouvé le moyen de s'entendre. Dans un environnement plus clivé que celui que nous traversons, ça veut dire un pays divisé par 4, avec des
des républiquettes au niveau de l'Équateur, au niveau de la partie Est et autres, avec des guerres et des morts, nous avions réussi à inventer un modèle pour nous sortir de l'ornière, empêcher la balkanisation, relancer le processus de renaissance de la RDC. Cela nous a permis d'organiser les premières élections, les deuxièmes, les troisièmes et ainsi de suite, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les bénéfices historiques du consensus de Sun City. Donc, comment y arriver? Nous savons comment le faire, nous l'avons déjà fait, et nous n'avons pas dire ici qu'il faut inventer le fil à couper le beurre. La seule chose qui est importante à ce stade, c'est la volonté des acteurs politiques de mettre en avant d'abord l'intérêt national. Parce que le temps et le moment l'exigent. Et du coup, cher, pour le point de questions politiques, je pense que dans le cadre de vos calculs, vous avez parlé de réduire les frais d'institution, oui, de 150 millions à 200 millions de dollars américains. Je ne sais pas sur base de quoi vous avez fait ces calculs, mais je me dis, vous n'avez pas émis un commentaire par rapport à la force régionale qui est en appui au départ. Je ne sais pas c'est quoi la position de ça. Voilà, lorsque nous parlons de 150 à 200 millions de dollars, le calcul est arithmétique. Je vous ai dit qu'un parlementaire, par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait, c'est entre 15 et 20 000. Et on ne prend pas les chefs des institutions. Ils ont été tellement discrets qu'ils ont dévoilé tout ça dans leur combat de coq. Et nous le savons, ils sont à 619. Vous faites 13 000 dollars, vous multipliez par 619, vous avez un chiffre, vous le multipliez ensuite par 12 mois, vous avez un chiffre qui vous approche rien qu'avec le Parlement de 100 millions de dollars. Je crois qu'on est au-delà de 96 millions. Vous avez vos calculatrices, vous pouvez le faire. Et je pense qu'en temps de guerre, avec 7 000 dollars, un parlementaire est largement, j'ai envie de dire, dans les standards internationaux. Et qui plus est, en période de guerre. Je n'ai rien contre les parlementaires, mais notre rôle en tant que politique, c'est de faire des propositions. Si déjà avec le Parlement, nous arrivons à faire cette économie de 100 millions l'année, le calcul, il est simple. Ce n'est pas de la sorcellerie. Nous connaissons leur rémunération. Le visible et l'invisible, nous le connaissons. Hein, les appuis parlementaires, qu'on appelle les invisibles, nous connaissons comment ça marche. Nous sommes en guerre, c'est tout à fait possible. Et un parlementaire congolais avec 7 000 dollars, ce n'est pas indécent. Donc nous n'exagérons pas non plus dans notre proposition. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un parlementaire qui en a fait son cheval de bataille. Donc ça veut dire que c'est plausible. Si vous ajoutez l'institution présidente de la République, le gouvernement, nous pouvons en une année atteindre sans sourciller 150 millions et nos ministres n'auront pas l'air moins bien portants, moins presséants et nos députés ne seront pas en dessous du standard des pays voisins et voilà. Donc, mais ça fera quand même plus de 150 millions d'économies. Et en temps de guerre, nous savons ce que nous pouvons faire avec cet argent pour les services de sécurité, pour l'armée, pour le renseignement, pour la diplomatie. C'est une proposition claire. Le deuxième point. De l'armée régionale, écoutez, moi je pense que le gouvernement applique une stratégie. Cette stratégie est en cours d'exécution. Et je vous l'ai dit de la même façon que pour la MONUSCO, ces questions ne doivent pas être abordées avec populisme, mais de façon pratique. Si il y a une conjonction de forces assumée par notre gouvernement, ce sont ses prérogatives régaliennes, nous attendons le résultat des stratégies mises en place. Il y a deux façons d'évaluer les stratégies en cette matière. Soit on nous dit, telle opération stratégique a une durée de 1 an, 2 ans, et après les 2 ans, nous faisons l'évaluation. Si ces opérations ont des débuts et des fins ne sont pas définies, le moment de l'évaluation, c'est la fin du mandat du président de la République. Donc c'est les deux schémas d'analyse critique qu'il faut mettre en avant pour ne pas sombrer dans l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire penser qu'on sait tout, qu'on comprend tout et qu'on maîtrise tout. Parce que ces questions sont des questions complexes. Le gouvernement a un mandat, il applique des stratégies. Lorsque ce mandat se termina, chacun de nous sera fondé de juger. Voilà, on passe à la thématique. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre thématique. Vraiment, je voudrais que nous puissions concentrer les questions sur cette autre thématique par rapport à la crise sociale ou aux mesures économiques que nous avons proposées. Pour vous entendre parler, vous avez évoqué la question liée
à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui préoccupe. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le centre pense que la question sécuritaire devait être traitée au premier niveau et qu'on veut, par exemple, mettre de côté la question liée au processus électoral? C'est ça votre position ou bien il y a autre chose? Voilà, mais ça c'est une excellente question. Parce que moi j'ai vu un peu dans les médias le week-end de nombreux articles de presse repris. Le centre dit pas d'élection, c'est encore occupé par Bunagana, et j'ai vu un déferlement d'insultes de tout genre. Germain Kambinga veut un poste, Yves Kish, ainsi de suite. Ok. Mais alors, ça prouve vraiment qu'on est dans une société qui a un problème. Hein? Moi, je veux vraiment que cette partie soit prise. On est dans une société qui a un problème. Donc, on est dans un pays où on considère que celui qui dit « je suis congolais, je suis un des descendants de Lumumba, de Kimpavita, je suis un patriote », je considère qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité, l'intégrité territoriale et la paix dans mon pays, qu'il n'y a rien de plus important que de faire en sorte que les enfants ne soient plus violés, que les femmes ne soient plus violées, que les familles ne dorment plus à la belle étoile. Et pour moi, en tant que Congolais, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà notre point de vue. Et puis il y a un autre point de vue qui dit ceci, qui dit les gens peuvent continuer à mourir, on peut même partir de Bunagana, aller jusqu'à Goma, on peut continuer à faire tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, dans cette division, aller vers cette élection cosmétique, parce que nous sommes l'alternance, même si moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas l'alternative, et voilà les deux points de vue. Ils disent, on peut tuer, on peut couper le Congo, on peut tout faire, ce n'est pas important. Il faut que moi je devienne député en 2023, il faut que moi je devienne sénateur en 2023, il faut que moi je devienne président. Je sais que les députés et les sénateurs gagnent 20 000 $. C'est très important lorsqu'on ne les a pas. Mais au prix de l'intégrité territoriale, au prix de la paix, au prix de la sécurité. Mais qu'on nous juge sur base de cela. Parce que moi aussi, je serai candidat. Moi aussi, je peux aspirer. Mais moi, je dis, simplement, en tant que Congolais, le centre dit que s'il y a un choix à faire, patriote, moi je pense que c'est d'abord là. Et certains ajoutent, ah non, il faut d'abord dégager ceux qui sont sur place. Ils sont médiocres, c'est à cause d'eux. Ok, c'est très bien. Moi je dis, non, nous sommes en guerre. Ce n'est pas en handicapant le processus de neutralisation de nos ennemis et en nous battant entre nous que nous serons plus forts. Mais si vous pouvez être aussi efficace au sommet, pourquoi dans le cadre d'un consensus, au nom de la patrie, vous le seriez moins? Ne dit-on pas qui peut le plus, peut le moins? Voilà les réponses du centre. Maintenant que les Congolais jugent, ceux de la diaspora et ceux d'ici. Qui veut les postes? Celui qui veut d'abord protéger ses frères et sœurs de l'Est, l'intégrité du territoire, qui est prêt à renoncer aux postes, parce que c'est précisément cela. Ou ceux qui sont prêts à tout pour avoir ces postes de sénateurs, de députés, de présidents. C'est une question de bon sens. Et, sachez-le, nous ne reculerons jamais. Nous ne nous montrerons pas lâches pour dire la vérité et assumer nos positions. Nous pensons que c'est humiliant, c'est inhumain pour nous les Congolais de regarder la question de l'Est comme une question périphérique. Nous devons nous réveiller parce que le Congo doit être uni pour prospérer. Voilà. C'est pas les confrères vont m'excuser si j'arrive à poser une question qui a déjà été posée. Peut-être la répétition à la meilleure des sciences. D'abord, félicitations au centre. Félicitations pour voir des leaders, des jeunes, ensemble jusqu'aujourd'hui, qui savent, encore un peu jeunes, encore un peu vieux, mais qui savent jusqu'aujourd'hui être ensemble et communiquer pour cette nouvelle génération, parce qu'on a l'habitude de toujours voir ces vieux retours, toujours autour de la chose publique. Depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là. Voilà, donc aujourd'hui, voir, c'est ce que je disais, des leaders jeunes
ensemble pour communiquer pour cette nouvelle génération, c'est une bonne chose. La série sur le plateau, c'est du consommé congolais qui continue avec le vestimentaire. Félicitations. Oui, non, mais c'est juste parce qu'on savait que vous seriez là. Et... Parce que vous avez déjà étouffé ma question. Mais sinon, j'apprécie beaucoup d'abord la communication. Monsieur le Président du Centre, de féliciter d'autres jeunes qui sont au gouvernement. Parce qu'en fait, il semble qu'aujourd'hui, pas ils sont, même le constat montre que le jeune est un loup pour l'autre jeune. Le jeune se soutient difficilement. Vous voir, vous entendre, soutenir ceux qui sont au gouvernement, c'est une bonne chose. Mais quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse? Dire que vous êtes de modèle, c'est peut-être pas exagéré, parce que votre parcours, vous avez été des ministres dans votre CV. À part ça, vous avez quand même un bagage intellectuel assez poussé. Les jeunes devraient faire quoi aujourd'hui pour apporter un plus dans leur pays? Ces jeunes qui attendent beaucoup du Congo, du président, mais qui, comme un leader américain dit, devaient aussi se poser la question de savoir quel est leur apport pour le pays. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes? Merci beaucoup. Et c'est une très très bonne question. Oui, vas-y. La deuxième, c'est... À l'instant, Boumagane est entre les mains des étrangers. Boutembo, les ADF ont attaqué, ils ont même libéré des prisonniers. Vous êtes un leader de Gombondo, de Kwamoud, ça bouge, hein? On s'entretue entre Teke et Yaka. On a l'impression de sentir la déliquescence de l'État. Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Et à Kinshasa aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec la résurgence du phénomène Koulouma. On a l'impression qu'on n'est pas sécurisé par l'État qui est censé protéger le citoyen. Que pensent les centres de cette situation? Voilà. Je commence par la deuxième question, et l'autre question correspond à un des points que nous avons abordés sur le renforcement des capacités de la nouvelle génération, et Rodrigue Mwamba pourra l'aborder, et Yves Kisombe aussi pour aborder cette question. Parce que, oui, le docteur fait partie de cette nouvelle génération, et je pense qu'il a quelque chose à dire. Voilà, Peter Tchani, nous l'avons dit dans notre intervention, aujourd'hui, plus que jamais, la société congolaise est radicalement divisée. Hein. Nous sommes dans une espèce de guerre civile qui ne dit pas son nom. On a rarement vu un tel niveau d'ostracisme. Hein. Tribalisme, haine, position irréconciliable. Donc, en fait, tous les ingrédients qui nourrissent la force de nos ennemis sont sur la table. En fait, c'est comme si ceux qui veulent diviser ce pays étaient en train de réussir, en réalité. C'est du jamais vu, et vous avez raison. C'est ce qui explique ce climat totalement délétère de conflits interethniques, de délinquance juvénile. C'est le climat général de violence. La société congolaise, aujourd'hui, est une société violente. La violence, elle est d'abord verbale. La violence verbale nourrit toutes les autres violences, parce qu'elle entraîne des situations de comportement extrêmes. On s'insulte à longueur de journée à travers les médias. On se bat même sur les plateaux de télévision. Lorsque ce spectacle arrive à travers les tubes catholiques auprès des téléspectateurs, ça donne quelle image de la société? Ça donne quelle éducation de la société? Capable de se réunifier face à l'essentiel. Ça donne quel message? Lorsque vous ajoutez à cela cette faiblesse congénitale de notre système d'organisation sociale d'une manière générale, parce que cela se reproduit comme une espèce d'atavisme malheureux, de génération d'année en année, de gouvernement en gouvernement, de système politique en système politique. Vous arrivez au schéma catastrophique et apocalyptique que vous décrivez, où le Congo est comme une cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment. Les clivages sociaux s'élargissent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la classe moyenne s'étrique. Oui, nous sommes au bord d'une guerre civile en République démocratique du Congo. Tous les ingrédients sont là. Et pour le salut national, nous demandons
le dépassement. Je le répète, il faut arrêter avec, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous a un peu fait rire, ce narcissisme masturbatoire juxtaposé. Chacun est dans son camp, et le plus beau et le plus fort. Chacun est mieux que tout le monde. Et finalement, nous sommes une nation dos à dos. C'est ça qui explique cette situation. Donc il faut, pour le salut national, que les leaders politiques que nous sommes, et ceux qui sont encore plus que nous des leaders, le comprennent. Nous sommes au bord d'une implosion dans ce pays. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être la génération qui aura travaillé pour la somalisation de la RDC. Le RDC peut devenir le Yémen, peut devenir la Syrie, tout ce qui se passe ailleurs pourrait arriver dans ce pays. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et dans leur certitude se réveillent. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et leur certitude se réveillent. Regardons autour de nous. Ne soyons pas cette génération honteuse qui aura échoué à perpétuer l'héritage des pères de l'indépendance. Merci beaucoup. C'est la responsabilité des générations précédentes de voir les générations actuelles et peut-être futures perdre ou ne pas s'imprégner de la qualité essentielle pour devenir des adultes, pas parfaits, personne n'est parfait, mais des adultes performants, c'est le sens du sacrifice et de l'effort. Le goût de l'effort et du mérite. Les jeunes, aujourd'hui, en grande partie, c'est le constat que j'ai fait dans notre pays, dans tous les domaines, veulent réussir comme je prends dans le domaine de la musique. Il y a certainement des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, qui rêvent de devenir des Fally Ipupa, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à passer par l'effort, au sens large, et le mérite par lequel un artiste comme Fally Ipupa, par exemple, est passé, vous l'avez suivi, depuis l'école de Koffi Olomide. Il en va de même dans les secteurs de production. L'école de Wenge aussi? Oui, non, mais oui, absolument. Vous entrez dans un domaine qui peut se retrouver. Non, j'ai donné un exemple plaisant d'un artiste parce que. Non, absolument, Président. Absolument, boutade. mais vous avez parfaitement raison. C'est un exemple. On peut prendre le sport, on peut prendre tous les domaines, on peut prendre le métier des journalistes avec les techniciens que sont les caméramens, avec les hommes en avant, la presse. Mais si vous voulez devenir Rachel Kititsa, vous voulez devenir Paulette Kimoutou, Blaise Aïnda, Peter Tianier, tous les autres, les grands journalistes de la RTNC. Oui, mais je parle de ceux qui sont là, par exemple, Président. Mais vous devez avoir la culture de l'effort et du mérite. Et au niveau de la classe politique, nous avons constaté, j'ai suivi l'honorable Jean-Jacques Mamba, par exemple, député MLC, se plaindre de ce qu'il ne trouvait pas de qualité dans la communication par les jeunes acteurs politiques, communicateurs de l'Union sacrée, mais on peut étendre cela. Il y a une baisse de la qualité du débat politique. Nous avions 30 ans, lorsque, avec d'autres, nous nous sommes investis pour nous faire connaître sur la scène politique nationale, avec le leadership des grands leaders de l'époque, parce que nous avons vu en eux une capacité de leadership. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils voient en certains, est-ce qu'ils suivent les leaders parce qu'ils voient en eux une vraie capacité de leadership, hein, comme on avait à l'époque, quand le PPRD, par exemple, est créé, Joseph Kabila, et même avant, la capacité de leadership d'un Jean-Pierre Bemba. Nous avions 30 ans, nous étions admiratifs de cet aîné, pour son intelligence d'abord. L'intelligence, ce n'est pas que les diplômes, c'est la capacité à appréhender les réalités de la vie.
Est-ce que les jeunes le font? J'ai l'impression que les jeunes font ce qu'ils peuvent, en grande partie, font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, pour avancer. Alors, comme ils sont dans cette espèce de compétition individualiste, ils sont incapables de fédérer leurs énergies. Moi, face à l'immobilisme dans lequel je me suis trouvé, n'étant pas maître du PPRD où j'étais, face au constat que, par exemple, le président Kabila est d'abord un patrimoine national pour avoir réussi dans ce pays l'alternance et d'avoir fait ce qu'il a pu sur tous les plans. Je défendrai toujours le bilan du président Kabila. Mais je sais aussi, je le lui dirai en face, que par rapport à ce qu'il représente en Afrique aujourd'hui, est-ce qu'il a intérêt, lui, à être présent perpétuellement dans l'arène, dans le combat? Pour moi, il est un patrimoine national. Et je sais que certains ont intérêt pour que la jeunesse n'émerge pas dans la jeunesse kabiliste, parce qu'eux ont eu des avantages, eux ont tout eu. Ils sont prêts à étouffer cette jeunesse par une espèce d'immobilisme mortel. À un moment, on se dit, nous avons vécu le leadership, nous. Parce que quand on parle de constance, beaucoup confondent la constance et l'immobilisme. La constance et l'inexistence. La constance est une espèce de secte. Nous n'avons jamais suivi Jean-Pierre Bemba par esprit fanatique, par fanatisme aveugle. Nous n'avons pas suivi Joseph Kabila, nous avons donné des raisons, parce que ce sont des hommes exceptionnels. Jean-Pierre Bemba est un homme exceptionnel. Il a traversé 10 ans de sa vie dans la situation que vous connaissez. Il est là aujourd'hui, toujours au service du pays. Les périodes de gloire sont plus ou moins égales dans la vie. On ne peut pas avoir la même force ou une aura identique à tout moment. Le président Tshisekedi, vous devenez président dans ce pays, mais vous êtes un homme exceptionnel. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Il y a quelque chose que chacun de nous doit donner au président. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, vous voyez, les amis de l'UDPS sont un peu en peine. Parce qu'ils ont utilisé le langage de l'extrémisme contre le président Kabila. Quand Yves Kisombe disait, le président de la République, c'est d'abord le chef de l'État qui est le premier citoyen pour tout le monde. Le président de la République n'est pas d'abord un adversaire politique. Dans un deuxième temps, puisqu'il a aussi des moments de combat politique, il est aussi un leader politique, c'est vrai. Mais Félix Tshisekedi reste UDPS. Félix Tshisekedi reste l'autorité, même morale, informelle de l'UDPS. Mais il est d'abord le président de la République. Est-ce que moi, Yves Kisombe, je ne le disais pas en tant que communicateur de la majorité présidentielle à l'époque? Les gens disent, oui, vous dites ceci aujourd'hui. Mais non, nous l'avons toujours dit. Et les gens s'étonnent, on a l'impression qu'on est en train de faire des appels du pied. Mais non, si nous avions voulu aller à l'union sacrée, nous l'aurions fait. Nous avons considéré que notre démarche, c'était de faire émerger le centrisme politique en RDC, c'était de faire émerger le pôle centriste. Et le pôle centriste, c'est la conciliation des raisons, la conciliation de l'objectivité. Nous sommes politiques, nous avons aussi des stratégies, nous aurons des candidats à tous les niveaux. Nous avons eu au niveau du centre, je dis nous parce qu'en 2017, j'étais déjà avec le centre. Nous étions déjà ensemble, j'ai aidé Germain Kambinga et tous les amis, Deimbia, les jeunes et tous les nouveaux à faire avancer le centre. Donc Peter Tiani, je vais être très bref en disant simplement que les jeunes, on n'est pas parfaits, on a des ambitions légitimes, individuelles, mais il n'y a rien qui sert mieux les intérêts légitimes individuels que l'intérêt du groupe. Et ça a toujours été comme ça, notre démarche. Merci. Je vais essayer d'y répondre assez simplement, en prenant un angle, là, parce que je ne pourrais pas donner tous les domaines. Mais pardon, mais Rodrigue Mwamba, lui, peut vraiment parler de ça personnellement, puisque c'est un jeune d'aujourd'hui, comme nous l'étions il y a 15 ans. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà, je vais prendre le domaine politique, parce que je suis parmi cette nouvelle génération qui essaie de monter en politique. De mon expérience personnelle, je pense que la responsabilité, surtout par rapport à la dégradation du débat politique, je crois tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le débat, la qualité du débat politique s'est dégradée par rapport
à l'époque, comme le dit le vice-président Kisombe, par rapport à leur époque, lorsque eux ils commençaient, c'est un témoignage personnel. Moi, j'étais encore élève ou étudiant. Et je pouvais suivre une émission de Germain Kambinga. Le lendemain, il y a mon professeur de pneumologie, le professeur Kayeme, que vous connaissez peut-être, il est recteur à l'université, qui vient, qui dit « Est-ce que vous avez suivi l'émission de Germain Kambinga à la télévision ?» Vous voyez, aujourd'hui, je ne pense pas que le professeur Kayembe se mettrait devant la télévision pour suivre, nous, les jeunes actuels, à la télévision. Ce n'est pas parce que c'est mon président que je le dis. J'ai vécu cette expérience-là. D'ailleurs, je ne lui ai jamais dit. J'ai vécu cette expérience-là. Donc je pense qu'il y a quand même un décalage, un mauvais décalage qui s'est fait entre-temps. Alors, la responsabilité, je ne pense pas qu'elle soit des seuls jeunes. La responsabilité, à mon avis, elle est partagée. Parce que d'abord, les jeunes qui essaient d'émerger en politique ne comprennent pas que, par exemple, passer à la télévision, ça n'est pas forcément un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité de ne pas verser dans les invectives, dans les insultes, lorsque vous passez à la télévision, mais que lorsque vous parlez, vous devez avoir de la matière. Et ça, beaucoup qui passent à la télévision aujourd'hui n'ont pas cette notion-là. Moi, je vois, quand vous passez dans les débats, parfois, votre co-débatteur n'a même pas d'argument, mais il excelle dans les insultes, il excelle dans les invectives. La responsabilité, à mon avis, c'est vous aussi, les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de passer à la télévision. Il suffit d'avoir 10 $ ou 20 $, vous passez dans un débat. La responsabilité, enfin, c'est aussi le pouvoir public. C'est pourquoi nous avons fait une proposition de pouvoir encadrer tous ces jeunes qui veulent rentrer en politique, ne fût-ce que par une certaine mise à niveau. Il faudrait que nous trouvions les moyens pour que tous ceux qui rentrent en politique puissent être mis à niveau afin d'assainir le débat politique. Donc c'est une responsabilité partagée, elle doit être abordée assez globalement comme cela.